plus grands drames du football français. Tous les témoignages concordent pour dire que la tribune tanguait dangereusement. Sur les 18 inculpés, 5 bénéficient d'un non-lieu. C'est une parodie de justice, scandent les victimes. 18 morts, plus de 2000 blessés, c'est le bilan du drame de Furiani. Négligence, mensonge, appât du gain, Secret d'actualité vous révèle les dessous d'une des plus grandes catastrophes que la France ait connue. Un avion vient de s'écraser dans la partie supérieure. Une des tours du World Trade Center à Manhattan. Oh là là, il y a une nouvelle explosion sur la deuxième tour. Le FBI parlerait d'un acte de terrorisme. La Maison Blanche est évacuée. Une question, où est George W. Bush? Il est probablement toujours dans un avion. Il était en sécurité, on ne sait plus où est le président. Secret d'actualité va vous raconter comment le président des États-Unis a vécu heure par heure la terrible journée du 11 septembre et pourquoi les services secrets ont tout mis en œuvre pour protéger George W. Bush. Le 5 mai 1992, en fin de journée, c'est en famille, entre amis, que des milliers de Corses ont pris la direction du stade de Furiani. Le club de Bastia, leur club, qui est le porte-drapeau de la jeunesse, reçoit l'Olympique de Marseille, le club de Bernard Tapie et de ses stars, pour une demi-finale de Coupe de France historique. Depuis le tirage au sort, l'île de Beauté est en ébullition et les dirigeants du club ont bien l'intention de profiter de cette occasion pour faire un coup. Un coup de folie. Pour une telle affiche, le stade Armand Césari leur paraît trop petit, alors un projet inéluctablement dangereux va naître dans la tête des dirigeants. Créer 10 000 places supplémentaires en seulement quelques jours. Le soir du match, aux alentours de 20h20, 4 000 personnes tombant dans le vide. Bilan, 18 morts et plus de 2 000 blessés. Alors nous avons voulu savoir comment en est-on arrivé là. Qui a pris la décision de construire ce mécano mortel? Pourquoi ce drame était annoncé? Qui sont les vrais responsables? Vous allez découvrir les mensonges, les documents falsifiés, bref, les négligences qui ont conduit à une catastrophe unique en France. La catastrophe de Furiani, l'histoire secrète, c'est un document signé Romain Écart et Raphaël Bourdelon. « 5 mai 1992, stade de Furiani en Corse. Dans quelques minutes, Bastia rencontre l'OM. Dans les tribunes, un spectateur filme. Une des tribunes, bondée de spectateurs, vient de s'écrouler. Le bilan est lourd. 18 morts et plus de 2000 blessés. Certains resteront paralysés à vie. Pendant toute la soirée, pompiers, SAMU, CRS et policiers sont mobilisés pour ce qui deviendra l'une des plus grandes opérations de sauvetage depuis la Deuxième Guerre mondiale. 9 ans après les faits, et pour la première fois, nous allons vous raconter pourquoi et comment cette catastrophe aurait pu être évitée. Furiani, c'est 10 jours de folie. On prépare pas, on monte pas une demi-finale de Coupe de France en 10 jours. Il fallait faire vite, il fallait faire n'importe quoi qui fasse que cette rencontre ait lieu. Je ne suis pas un architecte, hein, mais en arrivant, on voyait que ce truc-là, il aurait du mal à tenir le coup. Malheureusement, c'est l'appât du gain qui a conduit à cette catastrophe. C'est des gens qui ont pensé qu'au pognon. Ils n'ont pas pensé à l'être humain, à ces enfants morts. On a tué des hommes. C'est l'acte le plus grave qui soit. Tout commence le 22 avril 1992, 2 semaines avant le drame. Ce soir-là, Bastia vient de battre Nancy au tir au but. Le gardien bastiais Bruno Valanconi exulte. L'événement est historique. À la surprise générale, un club corse se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de France.
Jean-François Philippi, le président du club, est ce soir-là un homme comblé. Ce soir, c'est un grand jour pour le club parce que c'était un match très dur, vous l'avez vu. Nous sommes très heureux parce que des matchs comme ça, on va en revoir beaucoup sur Furiani. La Corse est en liesse. Toute la nuit, c'est la fête dans les rues. Mais le plus dur reste à venir, car Bastia, petite équipe de 2e division, doit maintenant affronter l'une des 3 grandes équipes de football français. Cannes, club de première division, Monaco, finaliste de la Coupe d'Europe, ou l'Olympique de Marseille, champion de France en titre, c'est le tirage au sort qui en décidera. Le lendemain soir, la télévision retransmet le tirage au sort de la Coupe de France. Jean-François Philippi, le président du SC Bastia, est fébrile. Le sort de son club est en jeu. La première, c'est le club corse de Bastia. Bastia, ils sont contents, ils vont recevoir. Et qui vont-ils recevoir? Ils vont recevoir Marseille. Voilà. Bastia-Marseille, ça va faire exploser Furiani. Thierry Roland parle d'explosion, car Bastia-OM, c'est en quelque sorte David contre Goliath. C'est vrai que il y a eu un petit murmure, hein, comme toujours quand il y a un gros choc qui sort lors d'un tirage au sort. C'était carrément Goliath, l'Olympique de Marseille écrasait tout sur son passage. C'était la référence européenne, ils avaient battu Milan, ils avaient battu les plus grands d'Europe. Ils se baladaient dans le championnat français. François Santoni a été assassiné en juillet dernier. Dirigeant nationaliste, il était présent le soir du drame au stade de Furiani. Le club de Bastia, c'est un petit peu l'équipe nationale en Corse. Et c'est la Corse contre... C'est pas la Corse contre l'OM, hein, c'est la Corse contre la France. Mais voilà, au-delà de l'affiche sportive, le hasard a voulu que le match se déroule dans le vieux stade de Bastia. Et c'est bien là le problème. Si j'avais tiré Marseille-Bastia et non pas Bastia-Marseille, évidemment, ces choses-là ne seraient pas arrivées. Car en Corse, et tout le monde le sait, il n'existe aucun stade capable d'accueillir un tel événement. Voilà à quoi ressemble le stade de Furiani, où doit se dérouler la rencontre. Un stade de campagne plus qu'un stade professionnel. À peine 6000 places, des tribunes rouillées, de nombreuses normes de sécurité n'y sont pas respectées. C'est pourquoi, dès le lendemain du tirage au sort, les autorités sont inquiètes pour le déroulement du match. Comment vont-ils faire pour mettre autant de gens qui le pensent dans ce stade en état actuel? Furiani, à l'époque, était fait de briques et de broc. Vous aviez des tribunes en plastique, des tribunes en bois, des tribunes en fer, des tribunes en béton. C'est vrai que Furiani, avec les barbelés, le machin, c'est tout juste qu'il n'y avait pas les miradors aux 4 coins. Je veux dire. Bon. Donc on pouvait craindre que le stade soit trop petit, quoi, c'est tout. Le président de Bastia le sait, son stade est vétuste et trop petit. Alors il a une idée, agrandir le stade et tripler sa capacité d'accueil. Aussitôt après le tirage au sort, Jean-François Philippi en fait part à un membre de la Fédération française de football. Et voilà ce qu'il lui dit. J'ai téléphoné à Bastia, tout est enclenché, les travaux sont commandés, nous rasons tout. Je lui ai dit, mais vous croyez que vous aurez vraiment le temps de faire tout ça? Oui, vous verrez, vous verrez. L'idée de Jean-François Philippi, raser cette tribune appelée Claude Papy, la plus vétuste, et à la place, sur toute la longueur du stade, construire cette tribune provisoire, gigantesque, longueur 100 mètres, capacité 10 000 places. Le match Bastia-OM est fixé au 5 mai. Le temps est compté, il ne reste qu'une dizaine de jours. Pour les autorités, le projet paraît insensé. Ce qui nous inquiète, c'est les délais, c'est les 10 jours. Moi, vous me dites, on va construire un stade de 10 000 places en 4 mois, en 5 mois, en 6 mois. Peut-être, je ne suis pas technicien, je ne suis pas ingénieur, je ne sais pas si c'est possible ou pas.
en 10 jours une tribune, au début j'ai des doutes, c'est évident. Dès le départ, les gendarmes sont inquiets. Ils avertissent en haut lieu. J'appelle surtout le préfet pour savoir s'il y a un moyen de reporter ce match. Alerté, Henri Huron, le préfet de Haute-Corse, appelle la Fédération française de football, mais pour des problèmes de calendrier, elle ne peut rien faire. La Fédération française de football, qui semble-t-il était souveraine en la matière, a estimé qu'il n'était pas possible, pour des questions d'opportunité, sans doute de règlement intérieur, de reporter ce match. Donc le match devait avoir lieu à cette date-là et il n'était pas possible de le reporter. Malgré les craintes et les inquiétudes, la rencontre aura donc bien lieu le 5 mai 1992. La course contre la montre commence. Pour construire une tribune de 10 000 places, 10 jours, les délais sont trop courts. Alors, pour gagner du temps, les dirigeants du SC Bastia ne vont respecter aucune des règles légales. D'abord, avant de construire la nouvelle tribune, il faut démolir l'ancienne, la tribune Claude Papy. Fait troublant qui aurait dû alerter les autorités, les travaux commencent dès le lendemain du tirage au sort, en pleine nuit, à l'abri des regards et en toute illégalité. Personne n'a eu l'autorisation de détruire cette tribune. Il y a des règles de construction, s'agissant notamment des permis de construire et autres. Bon, on a dû s'asseoir un peu dessus. Hein. Cette tribune a été détruite en pleine nuit. Catimini, je dirais, en pleine nuit, sans aucune autorisation, sans permis de démolir. Il faut aussi un permis de démolir. En effet, en pareil cas, la loi fixe des règles. Pour démolir une tribune, le maire de la commune doit être consulté. À Furiani, il n'en est rien. Pire encore, les autorités de l'île, que ce soit les gendarmes, les pompiers et même le préfet, ne sont pas mis au courant. Pourtant, ils auraient dû être les premiers avertis. La préfecture l'apprend le lendemain, lorsque un employé de la préfecture, passant devant le stade pour se rendre à son travail, s'aperçoit que la vieille tribune en pierre a été démolie. C'est exactement ça. J'ai eu le même renseignement, moi, par mes gendarmes, qui, le matin, découvrent que la vieille tribune en pierre a été démolie. Nous n'étions pas prévenus, en tout cas, de la démolition et de la mise en place d'une nouvelle tribune. Nous l'avons appris par les journaux. Deuxième fait troublant, l'appel d'offres. Car pour construire en si peu de temps la nouvelle tribune provisoire de 10 000 places, les dirigeants du club bastiais doivent trouver une société capable de relever le défi. Deux entreprises spécialisées dans la construction de tribunes sont mises en concurrence. D'un côté, Space Location, de l'autre, Sud Tribune. Mais très vite, Space Location se retire. On m'avait demandé de faire un devis de 5000 places, que l'on l'a fait. Bon. Et puis, j'avais appelé le lendemain pour voir si ça allait. Et là, on m'a demandé, on m'a dit non, il faut 10 000 places. Ça ne me paraissait pas réaliste, en tout cas pour notre société. N'importe quelle société qui vous construit des tribunes de ce genre vous dira qu'une tribune de 10 000 places, allez, je vais schématiser pour faire court, il faut au minimum 1 mois et 30 personnes pour la monter. Donc je lui ai dit, écoutez, nous, 5 000, on peut faire, mais à 10 000, on ne fait pas. Space Location abandonne, reste Sud Tribune seul en lice. Son ingénieur Jean-Marie Boismont est moins regardant sur les difficultés de construction. Car Furiani, c'est un marché énorme, près de 1 million de francs. Pour lui, qui était plutôt dans une passe difficile, si j'ai bien compris, au niveau de sa société, c'était certainement le moyen de relancer un petit peu sa société. Donc, il a accepté le challenge, sans doute persuadé qu'il y arriverait. Dès lors, la construction de la tribune peut commencer. Reste maintenant à vendre les billets.
Nous sommes à 6 jours du match. La nouvelle tribune est en construction. Les délais sont courts, alors on décide de réquisitionner l'armée. Les ouvriers travaillent non-stop dimanche et jours fériés. Grâce aux 10 000 places supplémentaires de la nouvelle tribune, le club va multiplier la recette par 10. Pour les dirigeants, le match Bastia-OM est financièrement une aubaine. Il est certain que si on accueille 10 000 spectateurs, eh ben on multiplie par 10 000 le nombre d'entrées des billets. Et effectivement, c'était l'occasion pour le club de réaliser une excellente opération financière. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a voulu augmenter la capacité des sièges pour accueillir le public, pour réaliser une bonne opération financière. C'est l'argent qui a guidé l'opération. C'est des gens qui ont pensé qu'au pognon. Ils n'ont pas pensé à l'être humain, à ces enfants morts. C'est dingue, quand j'y pense, je deviens fou. Toutes ces souffrances pour rien, pour de l'argent. Parce que l'appât du gain a primé sur la sécurité des spectateurs, les dirigeants du club de Bastia vont donc agir dans la plus complète illégalité. Premier exemple, la vente des billets. Pendant que les ouvriers construisent la tribune, les spectateurs, eux, se pressent aux portes du stade pour acheter leur place. Pourtant, la vente des billets n'aurait pas dû commencer avant la fin des travaux. Avant un grand rassemblement de personnes se réunit d'abord une commission, de manière à vérifier qu'un établissement recevant du public était à même de le faire dans les conditions normales de sécurité. La commission de sécurité est composée d'une dizaine de personnes. Pompiers, gendarmes, direction du club, ligue de football, elle est présidée par le préfet. Cette instance se réunit avant chaque match de football. Son rôle, vérifier la sécurité des installations et autoriser la vente des billets. Le jour de la vente des places, la commission de sécurité s'est bien réunie, mais elle refuse de donner son feu vert, car la tribune n'est pas encore terminée. La billetterie ne pouvait être distribuée que si, effectivement, la commission de sécurité s'est prononcée sur la régularité de cette construction. La grosse responsabilité, c'est de ne pas avoir attendu les accords des commissions de sécurité pour mettre les billets en vente. Si les billets n'avaient pas été mis en vente dans le public, la commission de sécurité n'ayant pas donné son accord, il n'y aurait pas eu de situation semblable. Si en 1992, Luc Pillard, membre de la Fédération française de football, ne s'oppose pas à la vente des billets, c'est qu'à l'époque, il a reçu ce document qui laisse penser que la commission a donné son accord pour la tenue du match. On peut y lire: la commission de sécurité estime remplir les conditions pour un bon déroulement de la rencontre et donne son assentiment pour la tenue du match. Mais voilà, ce procès-verbal est un faux. La commission de sécurité n'a jamais autorisé la tenue du match et donc, la vente des billets ne pouvait avoir lieu. L'auteur de ce faux s'appelle Antoine Galeazzi, secrétaire général de la Ligue Corse. Il aurait rédigé ce document sur ordre de certains dirigeants du club de l'époque qui voulaient à tout prix que la rencontre ait lieu. Il y avait une forte influence du club de Bastia sur la Ligue régionale. C'est-à-dire que le club de Bastia pouvait imposer à la Ligue régionale ses desiderata. Quand on est président de club, on est quelqu'un d'important, on est même des fois plus important que le plus haut premier magistrat de la ville, et que le premier élu de la ville, c'est vrai. Le club, c'est le club. J'ose pas dire que c'est l'État dans l'État, mais quelque part. Deuxième exemple qui montre que le club de Bastia a voulu tirer profit de ce match, la recette. Comme le veut la règle, pour chaque rencontre de football, une feuille dite de recette indique les entrées d'argent enregistrées par le club. Ce jour-là, la recette du match est officiellement de 1 339 500 francs. En réalité, le match Bastia-OM a rapporté 3 fois plus. En fait, à Furiani, les billets ne comportent aucune mention de prix de vente. Facile alors pour Jean-François Philippi, le président du club, de fixer lui-même les tarifs, jusqu'à 500 francs la place.
C'est une manifestation exceptionnelle, donc on va augmenter le prix des places. C'est l'occasion pour le club de remplir un petit peu les caisses. Donc effectivement, c'est vrai, il va y avoir une majoration du prix des billets. Est-ce que c'est légal? Non, ce n'est pas légal. Quelques jours après la catastrophe, lors d'une interview qui n'a jamais été diffusée, Jean-François Philippi confirme timidement qu'il a illégalement augmenté le prix des billets. On a majoré les billets, c'est clair. Non, c'était la fête. C'était en prévision de la fête, tout simplement. 9 ans après les faits, la recette du match Bastia-OM est toujours officiellement de 1 339 500 francs. Le reste, plus de 2 millions de francs, n'a jamais été retrouvé, ni par la police, ni par la justice. Au niveau de la recette, qui est donc la multiplication des billets par le coût, je ne sais pas où est passée cette recette, la totalité de la recette. Alors qu'est devenu l'argent, où il est passé, tout ça, le parquet aurait pu effectivement quand même procéder à des investigations. C'est la moindre des choses. Des billets surfacturés, une tribune construite à la hâte dans la plus complète illégalité. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la rencontre Bastia-OM s'engage mal. La catastrophe de Furiani était prévisible. 9 ans après les faits, nous allons vous raconter comment et pourquoi ce drame aurait pu être évité. Le 5 mai 1992, il est 16h. Pour les Corses, c'est le grand jour. Ce soir, Bastia rencontre Marseille en demi-finale de la Coupe de France. Le stade est comble. Plus de 16 000 personnes se sont déplacées, près d'un Corse sur 10. L'ambiance est surchauffée. C'est une ambiance très chaude, c'est évident. Moi, j'avais peur plutôt du public, de ce qui allait se passer entre hordes de supporters, entre Bastiais et supporters marseillais. Il y a des holas sur la tribune, des piétinements sur la tribune. Ça bouge, quoi. Ça bouge et il y a du monde. Les dirigeants du club, eux, sont ravis. En 12 jours, ils ont réussi l'exploit de tripler la capacité du stade. Un pari fou, comme le dit le tract distribué à chaque spectateur. Le pari fou, le voici. 10 000 places, 100 mètres de long, 11 mètres de haut. Plus qu'une tribune. Un véritable monument. Même moi qui je suis pas un architecte, hein, mais en arrivant, on voyait que ce truc-là, il aurait du mal à tenir le coup. La tribune, je suis là, je fais ça, je dis, oh, c'est incroyable. Parce que je me souvenais de cette petite tribune en dur, qui devait contenir, je crois, 500 ou 600 personnes. Moi, j'imaginais pas ce que ça pouvait vouloir dire, plusieurs milliers de places sur une tribune. Je me dis que là, c'est vraiment gigantesque. Et c'est vrai qu'intérieurement, j'ai un frisson. Michel Codacchioni est journaliste. Comme ses confrères, il va s'installer tout en haut de l'édifice. Ici, l'endroit réservé pour la presse. Nous, on avait la tribune avec des tables comme ça, provisoires sur les tribunes, et dans le dos, on a le vide, évidemment. Et on était à la dernière rangée. Avi Assouli travaille pour Radio France Provence. Avant le début du match, il prend l'antenne pour décrire l'ambiance dans le stade, et soudain, il a une mauvaise intuition et en fait part à ses auditeurs. Et je dis, je suis tout là-haut, sur les tribunes du stade de Furiani, en plein milieu des supporters, on est tout là-haut, je distingue à peine les joueurs. Il faut vraiment avoir des jumelles, je les distingue à peine. Ça bouge, et ça commençait à bouger. Je bouge, on se croirait sur un bateau. Eh bien, écoutez, chers amis, chers auditeurs, j'espère être là à la fin du match. Qui m'a dit de dire ça? Pourquoi ai-je dit ça? Petit à petit, la tribune donne des signes de faiblesse. Nous sommes à 2 heures de la rencontre et le stade est déjà archi-comble. Dans les gradins, l'inquiétude grandit.
Moi non plus, j'étais pas très rassuré. C'était quand même quelque chose d'impressionnant et qui avait l'air véritablement fragile. Déjà, quand ils étaient 250, 300 ou 500, je sais plus, quand on est arrivé, elle bougeait. Alors bon, après, quand ils ont été 1000, 1200, 1500, 2000 là-dedans, et qu'ils tapaient du pied, ça vibrait de partout. On sent qu'il y a danger, que quelque chose couvre, parce qu'on voit que ces spectateurs, effectivement, qui commencent à se mettre dans le spectacle, il faut qu'ils cessent la samba, quoi, parce que ça va pas, et on sent là les prémices, effectivement, du danger qui couvait sur le stade de Furiani. À moins d'une heure et demie de la rencontre ici à Bastia, au stade Furiani, eh bien les 18 000 spectateurs sont déjà installés dans ce stade. Pour l'instant, beaucoup de passion. Le public est très heureux d'être là. Mais quelques incidents avec des jets de pétards, espérons que ça n'ira pas plus loin. Chauffés à blanc, les supporters tapent des pieds. Les vibrations font trembler la tribune et ce n'est pas normal. Pire encore, certaines pièces métalliques cèdent et des ouvriers sous la tribune tentent de consolider l'édifice. Nous sommes à la dernière tribune, il n'y a plus rien derrière. Et d'un coup, il y a un bout de fer, un bout de ferraille qui tombe, un boulon qui se dévisse. Alors que j'avais carrément la main dessus, je sais qu'il y a le ravin derrière, il n'y a plus rien. Hein. Il y a un bout de ferraille qui tombe, là je prends peur. Il était à peu près 7h moins le quart. Et donc là, j'ai décidé d'aller prendre des boissons. Et quand je suis passé sous la tribune, j'ai vu 5 ou 6 mecs qui étaient sur les armatures et qui étaient vraiment dépassés, en train de tout resserrer, et c'était la panique. Alerté, Raymond Ledin, le directeur de cabinet du préfet de Haute-Corse, court prévenir le speaker du stade qui, sur la pelouse, est chargé de distraire les spectateurs avant la rencontre. Et ce monsieur me dit, voilà, est-ce que vous pouvez demander au public de ne pas taper, alors ça hors micro, de ne pas taper des pieds, de taper sur la partie, je crois, en bois et pas la partie métallique, ou vice-versa, peu importe. Alors je lui dis, attendez, pourquoi? Il me dit, parce que tout à l'heure, sous la tribune, il me dit, il y a une petite tôle qui s'est détachée. Une petite tôle, une vibration, je ne sais pas. Ok. Tapez pas des pieds sur la partie en fer. Pour des raisons de sécurité. Partie en bois, ok, mais pas la partie en fer. Il demande aux gens de se tenir tranquilles, mais enfin c'est comme s'ils pissaient dans un violon. Hein. Là vraiment, déjà dans un stade normal, et en plus dans un stade comme le stade de Furiani, chauffé à blanc pour une demi-finale de Coupe de France contre l'Olympique de Marseille, il peut demander tout ce qu'il veut, il ne sera jamais entendu. Paul Calassi était dans la tribune qui s'est effondrée. Lui aussi se souvient des appels au calme du speaker. Lorsque vous êtes sur un stade, ne pas taper des pieds, alors, on veut dire, c'est comme si vous allez voir un concert et de ne pas applaudir, veut dire quelque part, c'est complètement ridicule. Ils réagissent comme toute personne à qui on dit de ne pas faire quelque chose. C'est-à-dire que quand on leur dit ne faites pas, eh ben, ils font. Donc ils se mettent à ce moment-là à taper violemment. Et je ne vous cache pas qu'au niveau de l'ambiance, moi personnellement, au niveau ambiance, vu du terrain, ça me plaisait parce que ça faisait un bruit. Moi je trouvais ça bien. Ça mettait de l'ambiance. Mais j'étais loin de présager ce qui allait se passer après. Les spectateurs continuent de taper des pieds. Et tout en bas de la tribune provisoire, un pompier constate que les gradins vacillent de plus en plus. Oui, mais ils veulent pas comprendre. Avant qu'on leur dise comment tu leur dis, Elle est détachée, hein, carrément, la rivière. À quelques mètres de là, l'inquiétude gagne aussi les membres de la Fédération française de football présents sur le stade. Le problème, c'est qu'à force de taper sur ces cartes, le truc tombe. Et si ça tombe sur les gars qui passent en dessous, ou à qui passent au travers. Tout le monde s'inquiète. Tout le monde voit que la tribune menace de tomber. Mais voilà, rien n'est fait. La catastrophe semble inéluctable. Tous ceux qui ont vu ça auraient dû alerter, auraient dû crier, et ils l'ont vu venir, mais c'était trop tard. Ils ont dit, allez hop, c'est fini, on ne recule plus. Or, matériellement, il y avait la possibilité d'arrêter ce match. Mais bon, c'est
l'appât du gain, apparemment, pour certaines personnes, était plus fort que les morts que nous avons eus ce jour-là. Et les blessés graves aussi, parce que bon, je ne suis pas prêt d'oublier ce qu'on m'a fait aussi. Ce sont des assassins. Ils auraient pu arrêter. Ils le savaient avant. Il est 20h20. Les joueurs de l'OM et de Bastia terminent de s'échauffer. Dans quelques secondes, en direct à la télévision, des millions de téléspectateurs vont assister à l'un des drames les plus tragiques que la France ait connus. La rencontre Bastia-OM est retransmise à la télévision. Ce soir-là, le journal est plus court que d'ordinaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À 20h20, Patrick Poivre d'Arvor s'apprête à donner l'antenne à ses envoyés spéciaux en Corse. Le match commenté par Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, dans les bras desquels je vous laisse maintenant pour Bastia-Marseille. Bonne soirée à tous. À ce moment précis, ce que tout le monde redoutait arrive. Muni d'une caméra amateur, un spectateur filme la catastrophe, malgré lui. Nous avons reconstitué ce qui s'est passé à Furiani. Le match doit commencer dans quelques secondes. Les 10 000 spectateurs installés sur la nouvelle tribune sont surchauffés lorsque soudain l'arrière de la tribune s'écroule. J'ai vu, parce que je la regardais, c'est-à-dire que j'ai fait exactement ça, j'ai fait ça. J'ai vu le haut de la tribune partir. Je suis resté et avec un bruit, mais un bruit assourdissant, mais loin. Et je me demande, mais j'ai pas compris. Installé en haut des gradins, Avi Assouli, le journaliste de Radio France Provence, se souvient. Ça bouge. J'ai l'écouteur, je suis en direct et je m'en vais. Et je sais que je meurs, je sais que je perds. Et vous n'allez pas me croire, en 3 secondes, combien de temps on peut mettre pour tomber d'une tribune de 20 mètres? En 3 secondes, j'ai vu ma vie entière, j'ai revu ma famille, mes parents, ma femme, mes enfants, et je leur disais adieu dans ma tête, parce que je savais que j'allais mourir. Je me suis attrapé à ces espèces de chaises en plastique, et je suis parti dans le vide, sur le côté droit. Et à ce moment-là, on entend du bruit, on enlève nos casques et on regarde derrière. Et là, on voit qu'il manque la moitié de la tribune, en tout cas le tiers supérieur de la tribune. Et on est totalement désemparés, on remet notre casque et PPDA nous donne l'antenne. Vous allez voir la tribune en ce moment de Bastia, ou le stade Furiani. Il y a, semble-t-il, eu un problème. Au moment même où je suis en train de dire au revoir, j'ai même dit au revoir, je crois, je vois quelque chose sur mon écran de contrôle qui est très très imprécis, mais qui est très bizarre, qui n'est pas du tout l'image habituelle de ce que l'on montre dans ce genre de circonstances. Toujours est-il qu'à un moment donné, je me rends compte qu'il y a un vrai drame. Puisque, semble-t-il, une partie de la tribune s'est effondrée. À l'instant, vous voyez, sur ces images qui nous arrivent en direct, que va peut-être nous commenter Thierry Roland s'il est au téléphone. Vous nous entendez? Oui, on vous entend, Thierry. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Patrick, c'est une partie de la tribune provisoire qui avait été dressée à l'occasion de cette demi-finale tout à fait exceptionnelle entre Bastia et l'Olympique de Marseille, qui s'est effondrée juste derrière nous. J'espère qu'il n'y a pas de blessés graves. Thierry Roland parle de blessés, mais son confrère Jean-Michel Larquet, qui est allé sous la tribune, est lui beaucoup moins optimiste. Les conditions d'approche sont très difficiles et vous allez faire un tour. Malheureusement, je ne suis pas aussi optimiste que vous, car
Je n'osais pas m'exprimer parce que... Et je dis, Thierry, je ne voudrais pas être oiseau de mauvais augure, mais je pense qu'il faut craindre autre chose que des blessés, même que des blessés graves. Un ami à moi qui est venu, il me tenait la main et c'est lui qui me raconte, je perds mon sang de la bouche, je suis ouvert et il me dit, ça va à vie? Je lui dis, non, je vais mourir, Jean-Michel. Et il me dit, mais non, mais non. Et ça, je m'en souviens encore. Je dis, je vais mourir, Jean-Michel, je t'en supplie, dis à ma famille que je les aime beaucoup, que c'est pas de ma faute. Les secours s'organisent. De l'autre côté du terrain, les joueurs des deux équipes viennent eux aussi porter assistance aux spectateurs. Au fil des heures, le bilan s'alourdit. Les spectateurs sains et saufs tentent par le biais de la télévision de rassurer leur famille. Je demande que tous ceux qui n'ont pas de parents, qui ne sont pas du tout concernés, s'en aillent et ne cherchent pas à regarder ce qui se passe. Le plan rouge est déclenché. Pendant toute la nuit, des hélicoptères font la navette entre la Corse et les hôpitaux du continent. La pelouse du stade est transformée en hôpital de campagne. Des centaines de bénévoles participent comme ils le peuvent au secours. Parmi eux, le journaliste Michel Codaccioni. Je fais comme tout le monde. Je transporte des corps. J'apprends à faire une intubation grâce au patron du SAMU qui me montre comment faire, parce que lorsque l'on transporte les corps sur les planches de la tribune, les personnes qui ont été intubées perdent leur tube. Donc il faut s'arrêter et leur remettre le tube. Et moi, je ne veux pas faire de conneries. Et il me montre, et je ne suis pas sûr de ne pas faire de conneries d'ailleurs. À 4 heures du matin, tous les blessés sont évacués. Le bilan de la catastrophe est de 18 morts et 2357 blessés. La Corse est en deuil et très vite réclame des comptes. Jean Fournet-Fayard, le président de la Fédération française de football, est l'un des premiers à s'exprimer. Dès le départ, il rejette toute responsabilité dans le drame. Ce que je peux dire tout simplement, c'est que nous avions pris le maximum de précautions en ce qui concerne la sécurité et que nous avons les certificats nécessaires avant d'accueillir sur un stade comme celui-là, eh bien avant d'accueillir des spectateurs supplémentaires par rapport à la capacité normale. En réalité, le patron du football français se trompe, car aucune garantie de sécurité n'a été prise pour ce match, bien au contraire. Vous allez découvrir que dans cette affaire, il n'y a pas eu de fatalité et que la catastrophe de Furiani aurait pu être évitée. Le 5 mai 1992, personne ne jouera donc au football. La demi-finale tant attendue n'aura jamais lieu. La fête s'est transformée en cauchemar. Vous allez découvrir dans la deuxième partie du document comment en est-on arrivé là, qui sont les responsables, pourquoi et comment aurait-on pu éviter ce danger. La Corse est en deuil et enterre les victimes de la catastrophe de Furiani. Et déjà une question est sur toutes les lèvres. Pourquoi la tribune provisoire s'est-elle effondrée? Le gouvernement veut que toute la lumière soit faite et le Premier ministre de l'époque, Pierre Bérégovoy, affirme que des sanctions vont tomber. S'il y a eu des irrégularités commises sur le plan administratif, qui est de ma compétence, elles seront durement et rapidement sanctionnées. Très vite, une commission d'enquête est nommée. Voici son rapport, il est accablant.
Selon la commission, la catastrophe était bien prévisible. Il n'y a pas eu de fatalité. La tribune ne pouvait que s'effondrer et transformer le public accueilli en victime. Première mise en cause par le rapport Sud Tribune, l'entreprise chargée de construire l'édifice. Car monter une tribune ou un échafaudage nécessite systématiquement un calcul précis et des plans détaillés. Pour Furiani, Jean-Marie Boismont, l'ingénieur de Sud Tribune, n'a rien fait de tout cela. On n'a retrouvé au cours de l'enquête aucun papier montrant qu'il avait fait une calcul de résistance des matériaux. On n'a retrouvé aucune note de montage, je dirais, sérieuse. Personne ne s'en est rendu compte, personne n'y a pensé avant. Hein. Et on ne lui a rien demandé, on n'a rien exigé. Il a simplement dit les matériaux que j'utilise ont déjà servi, ont été homologués, ont déjà servi, voilà, à tel endroit, pour tel jeu olympique, pour tel jeu, pour tel stade. Ça s'est fait et tout le monde l'a cru sur parole, personne n'a vérifié, personne ne lui a demandé si effectivement il avait fait une étude technique. Il a monté ça comme on monte un mécano, selon ses propres termes, qu'il a répété au cours de l'enquête d'ailleurs. Pire encore, lorsque Jean-Marie Boismont, l'ingénieur de Sud Tribune, commence la construction, il sait qu'une grève des dockers l'empêchera d'acheminer suffisamment de matériel. Alors, pour construire les 10 000 places, il ne lui reste qu'une solution, trouver sur l'île ce qui lui manque, et c'est pourquoi la tribune provisoire de Furiani sera construite en partie avec du matériel d'échafaudage, qui sert habituellement au ravalement d'immeubles. Donc il se retrouve avec deux types de matériel, qui sont de conception complètement différentes. Donc une structure cylindrique et une structure carrée, et il va assembler ça. C'était là le point de rupture, et il était à ce lieu d'assemblage de pièces différentes. Voilà la tribune une fois construite. À gauche, du matériel aux normes, composé de tubes d'acier carrés. À droite, un échafaudage inadapté, composé de tubes ronds. Et c'est à la jonction de ces deux structures que la tribune a cédé, comme le montre cette photo prise après le drame. Mais ce n'est pas tout. En auscultant la tribune, voici ce que découvrent les gendarmes. Des morceaux de bois ou des clous pour faire tenir des pièces entre elles. Des pieds simplement posés sur des parpaings ou à même le sol. Des écrous sans boulons. De vulgaires ficelles pour arrimer l'édifice. Bref, la construction de la tribune de Furiani a été bâclée. Aucune mesure de sécurité n'a été prise, les règles les plus élémentaires de la construction n'ont même pas été respectées, et cet ouvrage était voué à l'échec à 100%. Alors ça, c'est effectivement un constat qui est tout à fait accablant vis-à-vis du constructeur. Deuxième mise en cause par le rapport, la commission de sécurité. Composée d'une dizaine de représentants de l'État, son avis est indispensable avant tout match de football. À Furiani, cette commission de sécurité s'est réunie à maintes reprises et à chaque fois, elle a constaté que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour la tenue du match. Jusqu'au jour de la rencontre, où les membres de cette commission avouent, dans un procès-verbal, le niveau de sécurité reste très insuffisant. La commission propose d'émettre un avis défavorable. On s'aperçoit qu'il y a un avis défavorable qui est donné et le match va être joué quand même. Le match était programmé, les spectateurs étaient là, les billets étaient vendus, la machine était lancée, je dirais, le feu était allumé, il n'avait plus qu'à s'embraser. En toute logique, le match aurait donc dû être annulé. Seul le préfet et son directeur de cabinet avaient autorité pour le faire. Il leur suffisait d'inscrire à la main avis défavorable sur le procès-verbal de la commission. Mais voilà, à Furiani, aucun avis ne sera donné, car 3 heures avant la rencontre, les deux patrons de la commission de sécurité sont introuvables. On cherche le préfet, on cherche le directeur de cabinet. Il ne risque pas de les trouver. Parce qu'à ce moment-là, le préfet, le directeur de cabinet sont déjà à l'aéroport de Bastia-Porretta pour accueillir les ministres. N'oubliez pas que nous avions 2 ministres qui venaient ce jour-là. Et je le sais bien, parce que j'étais présent avec eux donc, sur le tarmac de l'aéroport. Donc le PV n'est pas signé.
Parce que le préfet de Bastia accueille Bernard Tapie, ministre de la Ville, et Émile Zuccarelli, ministre des Postes à l'aéroport de Bastia, il ne peut assister à la commission de sécurité et donc s'opposer à l'ouverture du stade. L'absence d'Henri Huron, le préfet de Bastia, et de son adjoint a été pour le moins regrettable. Enfin, l'enquête met en cause directement le tout-puissant club de Bastia. Si à Furiani, personne n'a joué son rôle avant le drame, ni Sud Tribune, ni le préfet, ni la commission de sécurité, ni même les instances du football, c'est qu'à Bastia, s'opposer au club pouvait s'avérer très dangereux. Car en Corse, le Sporting Club de Bastia n'est pas seulement un club de football, c'est aussi et surtout à l'époque un instrument politique au service des idées nationalistes. À cette époque-là, et depuis longtemps, le club a été le porte-drapeau du corcisme, le porte-drapeau de l'insularité, le drapeau blanc à tête de mort, on ne voyait que là. Pas contester que les dirigeants étaient en grand nombre des personnes proches des milieux nationalistes. Bon. Pas tous. Pas tous. Une partie non négligeable. Preuve en est, ces images. Elles ont été tournées lors des obsèques d'un membre du FLNC Canal Historique, un groupe armé qui prône l'indépendance de l'île. Ceux qui portent le cercueil s'appellent Jean-Martin Verdi et Charles Pierry, deux figures connues du nationalisme corse. À l'époque, ces deux hommes sont des proches de Jean-François Philippi, le président du club. On les retrouve régulièrement à ses côtés dans les vestiaires de Bastia, les soirs de match. Pour Jean-François Philippi et ses amis nationalistes, la rencontre contre l'OM est donc une occasion unique de remplir les caisses du club. Rien ni personne ne doit venir contrarier cet événement, pas même pour des raisons de sécurité. C'est le président Philippi qui décide qu'on va faire la tribune, et voilà, c'est lui le patron, et c'est lui qui mène l'opération. Et le préfet, pour diverses raisons, ne veut pas se mettre en conflit avec le président Philippi. Il y a eu la pression qui était exercée par le club auprès de ses administratifs, mais qui sont aussi des Corses, qui vivent en Corse, qui sont à la préfecture ou dans les bureaux voisins, chez les pompiers, etc. Et à qui on demande le service, surtout, il faut régler ça, il faut faire le problème administratif, et puis c'est tout. Voilà. Jean-François Philippi et certains dirigeants de l'époque ont donc tout mis en œuvre pour que le match ait lieu, et personne n'a visiblement osé les contrarier, de peur de représailles. Et si certaines victimes cherchent à mettre en cause le club, la riposte ne tarde pas. Il y aura des menaces de mort, des paroles très dures prononcées, parce que la recherche de la vérité, par ces gens-là, par ces victimes, gêne. Si de telles méthodes ont été employées, c'est que le match Bastia-OM représente pour le club de l'époque un enjeu considérable. Jean-Pierre Lemoyne, chargé par le Premier ministre de l'époque d'enquêter sur la catastrophe, est le premier à s'en rendre compte. Voilà ce qu'il révèle dans son rapport que nous nous sommes procurés. Le club a voulu faire une opération financière. La recette est en réalité d'au moins 3 millions de francs. La recette du match Bastia-OM a en grande partie disparu et personne ne sait où elle est passée. Pourtant, aujourd'hui, un ancien nationaliste a décidé de rompre la loi du silence. Est-ce que l'argent qui disparaît part dans les caisses du FLNC? L'argent qui disparaît doit aller dans les poches de certains dirigeants du FLNC. On peut légitimement penser dans ces cas-là que les gens qui récupéraient cet argent faisaient partie du noyau dur du club. Absolument. Pour retrouver cet argent, la justice se devait donc d'enquêter au sein des nationalistes membres du club de Bastia, mais voilà, elle ne l'a pas fait. On a fait une demande auprès du parquet pour qu'une information soit ouverte. Alors, elle a été ouverte avec beaucoup de retard, avec le temps, puis finalement, elle n'a rien donné. Pas revenir là-dessus non plus, et on ne sait pas où c'était. Mais c'est une défaillance, c'est sûr.
cet acte figure au rang des actes très courants qui illustrent l'absence totale d'état de droit en Corse. Plus de 2 ans et demi après le drame, la justice rend son verdict. La ville de Bastia est en état de siège. 400 policiers, CRS et gendarmes sont mobilisés. Rarement, l'ambiance d'un procès aura été aussi lourde et tendue. Les prévenus comparaissent dans un box vitré anti-balles. Ce jour-là, les victimes de la catastrophe de Furiani l'attendent depuis longtemps et n'espèrent qu'une chose, que les coupables soient sévèrement punis. Ils vont être déçus. Henri Huron, le préfet de l'époque, est déclaré non coupable. Il est relaxé. Aujourd'hui, il est toujours préfet, mais sans affectation. Il exporte du matériel militaire pour le compte de l'État. Raymond Ledin, chef de cabinet du préfet, est condamné à 20 mois de prison avec sursis pour blessure et homicide involontaire. Aujourd'hui, il a un poste discret au ministère de l'Intérieur. Jean Fournet-Fayard, l'ancien président de la Fédération française de football, l'organisateur de la rencontre, a été entendu comme témoin, mais il n'a jamais été poursuivi. En revanche, son collaborateur Luc Pilar a été condamné à 20 mois de prison avec sursis pour blessure et homicide involontaire. Il est aujourd'hui à la retraite. Les dirigeants de la Ligue Corse ont eux aussi écopé d'une peine de 20 mois de prison avec sursis. Grand absent des débats, Jean-François Philippi, le patron du club de Bastia. 2 jours avant le procès, il est abattu en pleine rue pour des raisons qui n'ont semble-t-il rien à voir avec la catastrophe. C'est son adjoint Michel Lorenzi qui est condamné à 10 mois de prison avec sursis pour blessure et homicide involontaire. Enfin, Jean-Marie Boismont, l'ingénieur de Sud Tribune, est le seul à avoir reconnu ses fautes. Il est condamné à 2 ans de prison ferme pour blessure et homicide involontaire. Aujourd'hui, il vit retiré quelque part en France. Finalement, et contre toute attente, la justice a été particulièrement clémente à l'égard des principaux responsables de la catastrophe. À l'annonce du verdict, les victimes hurlent leur colère devant les caméras de télévision. C'est une honte. Tuer pour de l'argent, prendre que 2 ans. C'est absolument une honte. Ce sont nos enfants qui ont été condamnés, le second fois. 2 fois, ils ont été condamnés. Ils n'ont rien eu, ils n'ont rien. Ils n'ont rien eu, nos enfants. À l'issue du verdict, certaines victimes écœurées s'en prennent violemment aux forces de l'ordre. Le peuple corse restera marqué à jamais par le drame de Furiani et n'est pas prêt d'oublier qu'à cause d'un simple match de football, 18 personnes sont mortes et plusieurs centaines resteront paralysées à vie. Voilà pour ce document signé Romain Icard et Raphaël Bourdelon. Presque 10 ans après la catastrophe, personne sur l'île n'a bien sûr oublié le drame du 5 mai 92. Il faut signaler que ce soir-là, près de 75% des victimes avaient moins de 25 ans. À l'échelle de la Corse, rares sont donc les familles qui n'ont pas eu un fils, un cousin ou un proche touché ce soir-là. Jean-Marie Gouet-Guilagage, bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef de Secret d'Actualité. Tout d'abord, la première question qu'on peut se poser, c'est ce match Bastia-Marseille devait aller avoir lieu. Et puis pourtant, il n'avait obtenu aucune des autorisations nécessaires. C'est étonnant tout de même. C'est étonnant, et puis ça ne l'est pas, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant le match contre l'OM, il y a eu un autre match à Furiani. Le quart de finale. Quart de finale, c'était Bastia-Nancy. Pour ce match, une tribune provisoire a été construite, certes plus petite, 3000 places, par Sud Tribune, la même société. Qui a construit celle de Furiani de la demi-finale. Voilà, et l'avis de la commission de sécurité n'a pas été donné, il n'y a pas eu d'avis favorable. Ça veut dire que les billets ne pouvaient pas être vendus, le match ne pouvait pas avoir lieu, et pourtant, on l'a vu, il a eu lieu quand même. Autre exemple. Mais non, mais en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que la commission de sécurité a donné un avis pour le match Bastia-Nancy. Le problème, c'est qu'elle l'a fait a posteriori, plusieurs jours plus tard.
Romain Icard, qui est l'auteur du document, s'est procuré un document qui prouve que la commission de sécurité a commis un acte totalement illégal. On va voir ce document, il est dans les plasmas. Et si vous regardez le document, vous pouvez observer que le 30 avril 1992, la commission de sécurité a donné un avis favorable. Il se trouve que le match s'était joué 8 jours plus tôt, donc ce document est d'une certaine façon totalement illégal. On a tout de même l'impression que le club de Bastia, à l'époque en tout cas, c'est un club à part, qui fait fi des lois et des règlements. Pourquoi ces méthodes ? Vous savez, un club de football, pour un club de football en tout cas, un match c'est avant tout important pour remplir les caisses. Et là, Bastia accueille l'OM, c'est une équipe considérable, championne de France. À sa tête, Bernard Tapie, une star. Les joueurs de cette équipe sont extrêmement connus. Papin, Moros, Moser, les plus grands joueurs de l'époque sont à Marseille. Donc c'est l'occasion, quand on rencontre l'OM, de mettre des places en plus dans le stade, de les vendre plus cher et de profiter de cette affiche pour se faire beaucoup d'argent. Il faut quand même juste savoir que les places habituellement sont vendues entre 80 et 300 francs. Elles ont été vendues là essentiellement 500 francs, ce qui est considérable. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'apparemment à l'époque, la surfacturation des billets, d'une certaine façon, était une pratique courante à l'époque au club de Bastia. Par exemple, si vous voulez, 4 mois après la catastrophe, lors d'un petit match de championnat de France, la Fédération française de football a mené une enquête interne sur le club de Bastia. Et elle a pris des sanctions contre le trésorier du club. Les raisons ? En fait, elle s'est aperçue, ou elle a eu la conviction, qu'il y avait une caisse noire au club de Bastia. Le principe est le suivant, si vous voulez, vous avez un billet qui est théoriquement vendu à 50 francs, et ben non, le club va le vendre à 80. 80 francs. Alors on a évoqué dans le document les relations entre le club et le mouvement nationaliste, des relations apparemment privilégiées. Écoutez ce que nous révélait sur ce thème François Santoni, le leader nationaliste, quelques mois avant son assassinat en juillet dernier. On l'écoute. Des joueurs de foot ont été achetés avec l'argent du mouvement national. Ce que je déplore au demeurant, parce que je ne suis pas un fanatique de foot, et je crois que les deniers du mouvement nationaliste auraient mérité d'être beaucoup plus comptés. Alors on vient de l'entendre, le Sporting Club de Bastia, des joueurs étaient achetés par le mouvement nationaliste. C'est plutôt surprenant, mais l'objectif c'était quoi en contrepartie ? La contrepartie c'est simple, ça peut être par exemple d'autoriser dans l'enceinte du stade la distribution de drapeaux ou de fanions à l'effigie du nationalisme. Le club c'est en fait le porte-drapeau du nationalisme sur l'île. Exactement. Ça permet aussi dans les haut-parleurs avant la rencontre de diffuser des chants nationalistes. Et de toucher qui ? De toucher une population considérable, des jeunes surtout, et c'est un vecteur de communication pour le nationalisme. Alors on peut se demander s'il y a eu une espèce d'échange, de contrepartie pour les nationalistes. À savoir, les nationalistes achètent certains joueurs, et lorsqu'il y a surfacturation des billets, une partie de l'argent est reversée à certains de ces leaders nationalistes. Ceci dit, jusqu'à présent, personne n'a eu vraiment la preuve de ce genre de pratique. Le jour du match, on l'a vu dans le sujet, que beaucoup de monde, dès leur arrivée, se sont inquiétés. On l'a vu dans le reportage, que ce soit les pompiers, que ce soit les spectateurs, les journalistes. Ils doutaient fortement de la solidité de la tribune. Alors était-il impensable d'annuler la rencontre ? Romain Icard a posé la question à tous ces témoins qu'il a rencontrés. Voilà ce qu'ils répondent. Ils ne sont pas tous tout à fait d'accord. Regardez. On avait le temps matériel d'arrêter. Ils ne l'ont pas fait. C'est pour ça que je dis que ce sont des assassins. Quand on connaît l'ambiance corse, c'est inconcevable. Inconcevable. Ça, c'est la révolution. Comment vous voulez évacuer une tribune de 10 000 personnes ? Surchauffée, en plus. Je pense que j'aurais essayé, dans le calme, de dire aux gens, bon, il y a un petit problème technique, il faut qu'on règle, écoutez-moi, je suis un tel. Moi, j'aurais peut-être pu le faire parce que j'étais connu. Et que dans le stade, j'aurais été crédible. OK ? Donc de dire aux gens, attention, on a un problème, on va momentanément faire descendre un petit peu les gens sur la pelouse, ne vous inquiétez pas, la rencontre va avoir lieu, et puis après on remettra tout en place, etc. C'était la seule façon de pouvoir agir. Mais est-ce que j'aurais eu, le courage de le faire, la capacité de le faire ? Je ne peux pas répondre. Je ne vois pas qui aurait pris la décision au niveau des politiques d'annuler ce match ou de dire il ne faut pas le faire. Ce serait s'attirer l'antipathie. Oui, tout à fait. Donc là, c'était à l'État de prendre la décision, parce que l'État, lui, n'a pas regardé si...